Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 15, un podcast très spécial puisque nous avons un invité de marque ce soir qu'on va vous présenter dans quelques instants. Avant cela, je vais vous présenter mon équipe habituelle pour ce podcast. On a donc Thibaut. Salut Thibaut. Amis du jour, bonjour. Je suis tellement heureux de passer avant la voix du catch en France. Non, je rigole. Je suis très content d'être là de ce soir ou cet après-midi. Ça se trouve, on va parler jusqu'au soir. J'ai vraiment, d'ailleurs, j'aimerais commencer en te félicitant, Axel. C'est quand même incroyable que tu aies réussi à faire venir Christophe, Ajus. Et, euh, franchement, tout le monde devrait te féliciter parce que tu le mérites vraiment. Et voilà, et je remercie aussi bien sûr Christophe de sa présence. Voilà. C'est gentil, merci Thibaut. Mais moi, je tiens surtout à remercier tous les abonnés parce que c'est quand même grâce à eux où on en est là aujourd'hui. Donc Bien merci à vous sûr, tous. bien sûr. Ils se sont tous mobilisés et c'est Merci. très gentil de leur part. On a ensuite Mathieu. Salut Mathieu. Salut Axel, salut tout le monde. Et je veux dire comme Axel, merci à toi, enfin aux abonnés, tout ça. C'est juste fou d'avoir la voix du catch en France dans ton émission et voilà. Et bienvenue Christophe. Donc voilà, je pense que vous l'avez tous compris, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Christophe Ajus. Donc salut à toi Christophe Ajus. Eh bien, bonsoir Axel, bonsoir à tous et bienvenue à Podcast numéro 15. Oh là là, c'est magistral. Je n'en ferai pas plus. Après, je vais arrêter de gueuler, je vous le promets. C'est pas déplaisant. Ah ouais, bah, Calme-toi, calme-toi. Donc on va maintenant vous présenter le programme de l'émission. Donc on a beaucoup de choses pour ce numéro, on a décidé de mettre le paquet, on a un invité. Donc dans un premier temps, nous allons revenir sur Battleground 2015. On a 3 sujets différents sur 3 matchs. Donc chacun aura des points de vue différents peut-être, donc il y aura des débats, ça va être intéressant. Ensuite, on parlera d'une chronique historique, on va revenir sur les plus grandes rivalités de l'été, donc toute histoire confondue. Et enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous allons débattre sur un sujet, les divas. On sait qu'il se passe des choses actuellement sur les divas. Les Women's de la NXT arrivent dans le roster principal, c'est quelque chose d'intéressant. On va y revenir avec Christophe, Thibaut et Mathieu. Et enfin, on terminera avec une interview de Christophe qui va répondre à toutes vos questions, enfin une partie de vos questions, puisque vous avez été très nombreux à en poser. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc il y a une sélection de fait. Je suis désolé pour celles qui n'ont pas été retenues, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions malheureusement. On va commencer donc directement avec la première partie, le retour sur Battleground 2015. En premier, John Cena contre Kevin Owens, match pour le titre des États-Unis, qui s'est donc déroulé à Battleground. Kevin Owens a abandonné après un STF de John Cena, donc on attend votre analyse sur ce match et une note sur 10 si possible. Donc on va donner la parole à Christophe Ajus. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? J'ai beaucoup aimé le match, pour être très honnête, et c'est quelque chose que je répète assez souvent. Quand on commente comme ça en direct, j'ai du mal à analyser comme quand on le regarde forcément, vu que mon boulot est pas de le regarder, mais essayer de le rendre compréhensible le plus possible pour les gens et ajouter un peu de divertissement en plus si je peux. Donc moi, dans mon esprit, c'était un très bon match parce qu'il est passé vite. Donc quand j'ai pas l'impression que c'est long et compagnie, je me dis que c'est un bon match. C'est évidemment moins surprenant que le premier match. Quand je dis surprenant, quand on a vu débarquer Owens, on s'attendait déjà pas à ce qu'il gagne face à Cena. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vu catcher tant que ça quand il était dans le circuit indépendant, son style de catch était quand même assez percutant et surprenant. Donc là, on connaissait déjà Owens. Ils ont quand même réussi à ne pas faire la même chose que les deux précédents et à garder cette sensation d'inattendu. Donc pour moi, c'était un bon match. Après, une note, franchement, je pourrais pas dire. Je vais sans doute le revoir. Je fais souvent ça. Je le revois après pour me remettre le match en tête et l'analyser un peu plus comme un simple. J'allais dire voyeur, mais c'est pas le mot. Comme un simple spectateur. Parce que- Et donc voilà, je pourrais pas franchement mettre de notes, mais j'ai beaucoup aimé le match et je suis pas trop déçu pour Owens parce que malheureusement, c'est face à John Cena, le troisième match est toujours gagné par Cena. Donc, Ah, mais il pourra s'en remettre. J'ai aucun doute là-dessus. C'est qu'une défaite. Dans 6 mois, on s'en souviendra sans doute déjà plus. Donc, maintenant, c'est la suite qui sera important pour Owens.
Ouais, bah Thibaut, c'est à toi de passer maintenant. Ouais, ouais. Alors, on va parler que du match pour l'instant, parce qu'il y a des questions après. Alors, moi, le match, alors, euh, je trouve que les matchs entre Cena et Owens ont été très très bons cette année, dans le sens où c'est des matchs qui vont très vite, comme l'a dit Christophe, voilà, tu vois pas le temps passer, c'est c'est très efficace. Voilà. Forcément les fans vont aimer ce genre de match parce que c'est des matchs, ça rentre dedans, il y a plein de tombées, il y a plein de finishers. Voilà. Personnellement, après ce n'est que mon avis, c'est pas le genre de match qui vont me, je préfère les matchs mieux racontés. Maintenant, je ne peux pas cracher sur ce match. Ça a été un très bon match. Je le trouve en dessous des deux autres, les deux premiers. J'ai trouvé que c'était un peu répétitif, surtout Kevin Owens, il a fait à peu près les mêmes prises que d'habitude. Et c'est vrai que c'est difficile pour lui de sortir des prises qu'il sortait quand il était à la ROH, par exemple. Parce que il est forcément limité à la WWE, parce que à la WWE, on recherche surtout un catch beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, qui rentre dans la tête. Et malheureusement, je pense qu'il a été limité, Kevin Owens, et ça s'est beaucoup vu sur ce troisième match. Après, pour moi, c'était un très bon match. Mais mon problème numéro un, et je pense que ça étonnera personne, c'est la fin du match. Pour moi, Kevin Owens ne devait pas perdre par abandon. Pour moi, c'est une erreur de booking, une grosse erreur de booking même. Je m'attendais à une victoire de Cena, j'avais même pronostiqué. Mais comme ça, non. Franchement, en direct, en tant que fan, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment dégoûté. Parce que, voilà, je veux dire, ça coûte quoi à la WWE déjà de faire gagner Owens dans cette rivalité? S'il aurait remporté cette feud, s'il avait remporté cette feud, il serait devenu directement une top star. Et là, malheureusement, ça le régresse un peu. Est-ce qu'il a plus aucune chance de redevenir une top star? Je ne sais pas. Mais le fait qu'il perde cette feud, c'est un pas en arrière pour moi. Ou alors c'est une occasion manquée. Une occasion manquée de vraiment le mettre en avant dès le début pour qu'il fasse un incroyable impact, un peu à la manière d'un Brock Lesnar il y a 10 ans, où le gars avait remporté tous ses premiers matchs. Dès le début, il avait été au top et il avait eu un match de championnat face à The Rock et il l'avait remporté. Donc moi, j'aurais aimé voir ça avec Kevin Owens. Malheureusement, on connaît John Cena, comme l'a dit Christophe est juste. Voilà. Troisième match et John Cena, tu le perds. C'est comme ça, c'est la logique des choses. Ça m'énerve, mais bon. C'est comme ça, hein, je m'y attendais de toute façon. Le fait qu'il perde par soumission a fait beaucoup parler. Personnellement, je trouve que c'est une erreur. J'aurais préféré qu'il perde par tombée, tout simplement. Mais bon, voilà, je pense qu'on pourra toujours en parler. Mais donc, pour résumer un peu mon avis, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Une note, je mettrais 7 sur 10. Mais le finish de ce match m'a vraiment, vraiment déçu. Voilà. Mathieu? Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Thibaut et Christophe. C'était un très bon match. Euh, pour moi, le meilleur de leur affrontement restera celui de Money in the Bank. Je l'ai vraiment trouvé au-dessus. Après, je suis d'accord également pour le finish. Pour moi, c'est une erreur d'avoir fait abandonner Kevin Owens. Qui perd, c'est une chose. Le faire abandonner, c'en est une autre. Et pour moi, ça le décrédibilise un peu quand même. Personnellement, pour moi, le match aurait dû s'arrêter sur le double AU de la deuxième corde. Ça aurait été mieux, je trouve. Maintenant, voilà, déçu pour Kevin Owens parce que pour moi, c'était vraiment l'occasion pour vraiment le mettre en avant, le faire gagner le titre. Il y avait pas mal de supporters, de fans de Kevin Owens dans le public avec des t-shirts KO. Et quand le match s'est terminé, j'étais un peu comme eux, les deux mains sur la tête, en mode non, c'est pas possible. J'étais vraiment déçu. Si je devais donner une note, je donnerais quand même un solide 9 sur 10. Je suis pas trop compliqué. Enfin, pour moi, quand un match passe vite, comme l'a dit Christophe, pour moi, le match est bon et clairement, le match, je l'ai pas vu passer. Donc, je mets un solide 9 sur 10 et voilà. Donc vous êtes à peu près tous d'accord pour dire que le match au niveau in-ring est plutôt bon, vous êtes juste plutôt déçus sur la fin du match. Donc est-ce qu'on peut dire que John Cena, par cette victoire via soumission, a retiré toutes sortes de crédibilité à Kevin Owens? Christophe? Moi, je suis poli. Oui, je suis poli. J'attends qu'on me donne la parole. Moi, je vais pondérer leurs propos parce que c'est clair que une victoire par soumission, c'est fort, c'est important, mais on est en 2015 et j'ai l'impression tout de même que, ça marche pour tout, nos esprits oublient quand même beaucoup plus vite qu'avant. C'est clair que moi, il y a 20 ans, quand un catcheur, dans un pay-per-view, quand il y en avait 4, perdait par soumission dans un match important, on en entendait reparler pendant les 4 mois suivants jusqu'au prochain.
donc ou 3 mois suivants d'ailleurs jusqu'au prochain. Là, il suffit qu'à SummerSlam, il sorte un bon match, une belle victoire, il peut se relancer, changer d'histoire rapidement et très vite relancer sa carrière. Je crois pas que ce soit, c'est quand même face à John Cena. On en a tellement vu perdre face à John Cena que c'est limite plus, ça ne le décrédibilise pas tant que ça finalement, puisque c'est contre, il l'a dit lui-même, Super Cena. Donc ça, ouais, c'est clair que sur le coup, d'ailleurs notamment pour revenir sur les réactions, j'ai vu passer un gif sur Facebook où on voyait, je sais plus le texte, c'était la beauté du catch, où on voyait un gif où la caméra tournait de la droite vers la gauche. Il y avait d'abord des fans de Cena qui exultaient et tout doucement on allait vers la gauche. Oui. C'était au premier rang des fans de Owens qui se tenaient la tête comme l'a dit Mathieu. Donc c'est clair que ça devait être décevant en live, mais il va forcément se relever s'ils ont cru en lui et visiblement il croit quand même beaucoup en lui. Il va forcément repartir et ça nous fera peut-être une deuxième rivalité Cena-Owens encore plus épique parce que cette fois Owens prendra le dessus. Alors, c'est à moi. Je ne serai pas aussi clément. Je ne serai pas aussi clément que Christophe. Je suis désolé. C'est peut-être mon côté un peu plus jeune, mais bon. Alors, est-ce que ça retire toutes sortes de crédibilité? Le toutes sortes me dérange. Parce que non, c'est pas parce que tu perds un match par soumission que t'as plus de crédibilité. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que Kevin Owens, il a Triple H de son côté. Donc, je veux dire, c'est pas fini pour lui. C'est pas parce qu'il perd une rivalité qu'il est terminé. Maintenant, je trouve quand même qu'il perd de la crédibilité, forcément. Au début de la feud, tout le monde, la plupart des gens pensaient que Kevin Owens devait remporter cette feud. Pas qu'il allait la remporter, mais qu'il devait la remporter, parce que voilà, Cena devait mettre en avant Kevin Owens. Le problème est qu'il a perdu quand même 2 matchs dans cette feud, 2 matchs de façon clean, c'était propre, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a rien eu. Il a perdu. 2 matchs de façon clean et le dernier par soumission. Pour moi, c'est forcément tu perds de la crédibilité parce que quand tu arrives à Raw et que tu dis que tu vas détruire le visage de la compagnie et qu'au final tu perds 2 fois, forcément tu perds de la crédibilité. Forcément. Je le répète, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Kevin Owens aurait dû remporter cette feud pour que justement il soit installé dès le début et qu'il fasse un vrai impact. Là, pour moi, c'est un pas en arrière. Est-ce qu'il n'a plus aucune chance? Est-ce qu'il n'a plus aucune chance? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dommage. Pour moi, c'est une occasion manquée. Mathieu, vas-y, je te donne la parole. Merci. Moi, personnellement, ouais, est-ce qu'il a vraiment perdu toute crédibilité, Kevin Owens? Non. Il a quand même été champion NXT quasiment à ses débuts. Il a squatché Sami Zayn. Enfin bref, il a fait un parcours hors norme à NXT. Il a quand même pin Cena une fois clean pour un, entre guillemets, pour un nouveau talent, même si on sait qu'il a beaucoup d'expérience sur le circuit indé. Mais ouais, disons que moi, en fait, si je devais comparer ça, Cena, à ses débuts, avait affronté Kurt Angle pour son premier match à SmackDown. Il avait finalement perdu. Ça l'a pas empêché de battre ensuite Angle dans 2-3 ans plus tard. Donc, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un Owens-Cena plus tard, quand Owens aura vraiment fait son chemin dans le main roster. Mais pour revenir, est-ce qu'il a vraiment perdu en crédibilité? Oui, quand même, parce que voilà, perdre par soumission, c'est quand même, ça veut dire que voilà, le mec est pas si fort que ça mentalement. Enfin, même si le match a quand même été brut. Mais ouais, c'est clair que ça enlève quand même un petit peu de crédibilité à Kevin Owens. Mais j'espère que, je pense de toute façon, il va se relever de cette défaite et faire un bon petit parcours pour cette fin d'année 2015. D'accord, donc selon vous, Kevin Owens a encore de la crédibilité. Il n'a pas perdu toute sa crédibilité en tout cas. Seulement, est-ce qu'on peut dire maintenant que l'avenir de Kevin Owens, qui semblait être prometteur, doit être remis en question? Christophe. C'est toujours compliqué parce qu'on en a vu passer tellement, entre guillemets, des Kevin Owens. Le plus récent était Rousseff et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'est très difficile à dire. Une blessure, une bêtise ou je ne sais quoi, ça peut tout changer à tout moment, pour le bien ou pour le mal d'ailleurs, parfois. Moi, je pense que pour l'instant, il est toujours
mieux que 90% de ses camarades, de ses collègues de travail. Donc pour l'instant, il n'a pas trop à se plaindre. Et je pense qu'il est plutôt dans du bon côté, entre guillemets, de la barrière. La suite, ça dépendra vraiment. Je pense que il faudra voir les 2, 3 prochains pay-per-view s'il lui trouve une histoire rapidement, pourquoi pas s'ils continuent leur rivalité à 3 avec Rousseff et Cesaro, ça pourrait donner à la fois de bons matchs et des choses un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense que s'ils vont dans ce chemin-là et si les matchs sont bons, ils peuvent faire durer ça quelques mois et Kevin Owens rester toujours comme ça, certes sans rien d'important comme Cesaro ou Rousseff, mais il serait là chaque semaine, ils auraient des bonnes histoires et des bons matchs. Et ensuite, tout peut arriver, je pense. Donc, c'est sûr que pour l'instant, il est redescendu par rapport à ses débuts où il était champion de la NXT, il bat Cena, là, il était au sommet du monde. Mais il n'est pas non plus redescendu. Je pense pas qu'on puisse le renommer Yoshitatsu tout de suite, quoi. D'accord. Belle référence. Merci. Pour moi, l'avenir de Kevin Owens est moins prometteur qu'on aurait pu le penser. Voilà, c'est un peu ça parce que quand il est arrivé, tout le monde disait bon, Kevin Owens, il faut qu'il devienne une top star. Voilà, il y a un peu plus de doutes à l'heure actuelle. En plus, il y a des rumeurs qui annoncent comme quoi Kevin Owens. Il y a une partie des bookers qui pensent que Kevin Owens n'a pas encore ce qu'il faut pour être une top star. Et j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense que il lui manque une chose à Kevin Owens qui est pour moi primordiale pour devenir une top star à l'instar d'un John Cena, c'est le look. Pour moi, son look ne me dérange pas personnellement. C'est juste que pour moi, son look euh, peut déranger un Vince McMahon, par exemple, parce que il n'a pas le look type WWE. Et ça, c'est vraiment un obstacle pour moi. Un véritable obstacle. Il faut qu'il règle ça. Il faut qu'il soit plus aux normes. Parce que quand on le voit, on n'a pas l'impression que c'est un mec, un Randy Orton ou un Batista ou un Cena, quoi. Il est vraiment différent. Il a un côté différent. Et c'est aussi pour ça que certains fans l'adorent. Parce qu'il se démarque. Mais si tu veux vraiment vendre à la WWE, il faut aller dans les normes. Après, peut-être que le produit va changer, mais pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de changements. Euh, Concernant ses prochains adversaires, comme l'a dit Christophe, il faudrait qu'il soit dans une belle feud, quoi, dans une belle rivalité. Malheureusement, il a perdu face à Cena, il faut passer à autre chose. Moi, ce que je vois sincèrement, je vois bien Cena perdre le titre des États-Unis dans un Open Challenge à Raw. Je le vois perdre son titre. Parce que ils font pas ces Open Challenge pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cena va perdre le titre. Je ne sais pas par quelle manière, soit ce soit d'une façon clean ou pas. Je pense que Cena va perdre le titre. Et je le vois bien le perdre face à Cesaro, justement. Histoire que Cesaro va vraiment valide son push. Et je vois bien, moi, personnellement, je vois bien un Cesaro Owens à SummerSlam. Ça aurait vraiment de la gueule. Vraiment, vraiment. Cesaro Owens, c'est vraiment un match, pour moi, je pense que ce serait peut-être celui que j'attendrais le plus à SummerSlam s'il est booké. Donc voilà, moi je vois plutôt ça pour l'instant, mais pour l'instant Owens va rester dans le mid-card. Avant qu'il réaffronte peut-être John Cena dans une feud, pourquoi pas. Voilà. Mathieu? Moi personnellement, moi je pense que oui, l'avenir de Kevin Owens va être prometteur dans les prochaines années. Maintenant, il va pas être au top aussi rapidement qu'on aurait pu le penser. Pour reprendre ce que disait Thibaut, voilà, le problème c'est que il y a un clan Triple H, donc un clan qui est fan de Kevin Owens. Je fais partie de ce clan également, j'adore ce mec, pour moi il a tout pour réussir. Et il y a le clan Kevin Dunn et les autres bookers, donc Vince McMahon compris, qui sont pas trop fans de lui par rapport à son physique. Hein, donc pour être un WWE gars, il faut être un gars comme Cena, Batista, un mec musclé, grand. Kevin Owens n'est pas comme ça, mais Kevin Owens c'est bien meilleur in-ring que ces mecs-là. Donc moi je pense qu'il aura un futur quand même prometteur. Faut pas oublier que quand on vient d'NXT, on est un peu considéré comme un rookie, même si voilà, Owens n'est pas un rookie, mais c'est un petit peu considéré comme ça. Donc je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter pour lui. C'est juste que sa montée au sommet va prendre un peu plus de temps. Et je vois également une victoire, un match entre Cesaro et Owens, puisqu'apparemment il y a également des rumeurs là-dessus. Et à mon avis, si ce match a vraiment lieu à SummerSlam, ça peut vraiment être le show stealer, parce que voilà quoi. Cesaro c'est du 5 étoiles, Owens c'est du 5 étoiles, ces deux mecs-là,
un match de 20 minutes, ça peut être le match de l'année, donc voilà. Je suis bien d'accord, là, vraiment, ce match-là me donne très envie, personnellement. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, Forcément. c'était pas au programme, mais on pourrait en parler. Je sais pas si Christophe a vu le dernier Raw, Pour être Ah, très honnête, non, même pas. même pas les ah, résultats. Ah si, quand même, les résultats, oui, mais j'ai pas vu j'ai pas vu D'accord. d'image. Ça te dérange pas si on en parle? Ah ben non, non, je vous en prie. Puisque on a pu voir, j'aimerais qu'on parle de John Cena, puisqu'on n'a pas parlé vraiment de John Cena lui-même, puisque c'est un grand débat de l'équipe du podcast, donc on pourrait en parler avec Christophe. Savoir le segment qu'il a eu avec Seth Rollins, je sais pas ce que Christophe en pense. Nous, on a plus tendance à penser que John Cena se dirige vers un match face à Seth Rollins à SummerSlam. C'est ce que j'ai cru lire, pour être très honnête, j'ai pas lu en intégralité le résultat du segment, enfin le transcript entre guillemets Oui. du segment entre Cena et Rollins, donc je sais pas exactement ce qu'ils se sont dit et si ça a duré longtemps. Mais j'ai aussi lu qu'effectivement, on s'en allait vers un Cena Rollins à SummerSlam. Alors c'est pour ça que je vais vous poser cette question. On a quand même John Cena qui est champion mineur avec le titre des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas gênant et encore plus rageant de voir John Cena encore une fois s'imposer dans le main event alors qu'on peut le dire, il n'a rien à y faire en étant champion mineur, champion des États-Unis? Ah bah moi à mon époque, champion des États-Unis, bon ça n'existait pas, c'était que intercontinental, mais c'était loin d'être mineur et on avait droit à... Il y a justement eu le Warrior contre Hogan à WrestleMania 6 où c'était le champion intercontinental contre le champion du monde. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça puisque le Warrior avait pas déjà fait 50 main events comme Cena. Euh, bah, pour être très honnête, je jugerai pas pour Cena qui doit être ou pas dans le main event. C'est comme ça reste encore le nom le plus vendeur de la WWE, donc forcément il doit être haut sur la carte pour que les gens qui sont fans de lui se disent qu'ils aient envie de le voir. Mais c'est vrai que, pardon, je pensais qu'ils allaient peut-être se tourner. Non, bah non, pas Reigns puisqu'il était pris avec Bray Wyatt. Je savais pas en fait d'ailleurs que ce que Rollins avait fait. J'en avais discuté avec mon pote Ishtou que je cite souvent dans Planet Catch, qui est fan de catch depuis aussi longtemps que moi. Et on se demandait justement lundi avec qui ce serait. Moi, je lui disais peut-être Kane. Et il était évidemment Oh. pas très enthousiaste. Oui, bah, évidemment. Il a à peu près eu la même réaction. Mais on voyait pas d'autres vraiment chemin logique, entre guillemets. Ambrose, c'était malheureusement déjà trop vu. Et on sait même pas où il sera à SummerSlam. Et donc, voilà. Donc, bon, bah, Cena. Il y a tout de même d'autres matchs qui, pour les fans, entre guillemets, comme nous, hardcore, qui seront peut-être plus intéressants que Cena Rollins. Mais ça, c'est sûr. c'est SummerSlam, il peut se passer quand même des choses. Et puis, Rollins a bien besoin d'une vraie victoire. Alors peut-être battra-t-il Cena. Ou besoin d'une belle défaite? Oh, je Non, non. vois quand même pas Cena champion des États-Unis et champion du monde poids lourd de la WWE. Il faudrait non. Là peut-être là j'enlève mes fringues. Je ne le ferai pas. Hein, ne vous y attendez pas à ce que C'est même si ça enregistré, arrive- hein. Non. Ah oui, ça a beau être enregistré, je ne le ferai pas. Ça aussi, c'est enregistré. Je ne le ferai pas. Mais tout de même, quoi. Là, ça serait abusé. Bon Thibaut, vas-y, Bah, tu peux nous dire ce que t'en moi, penses. je suis d'accord avec ta question, mais je pense que le fait qu'il soit champion des États-Unis, c'est pas trop important parce que justement, c'est Cena. Et personnellement, je pense qu'il va le perdre, le titre des États-Unis. Si vraiment il affronte Rollins à SummerSlam, pour moi, il va le perdre. Il va le perdre au Raw qui arrive ou au Raw d'après. Parce qu'il peut pas. Je pense qu'il va le perdre. Selon moi, je pense. Maintenant, vous savez tous que je ne suis pas fan de John Cena. Vous savez tous que je trouve ça insupportable qu'il qu'il squatte le main event depuis des années. C'est insupportable. Je veux dire, le seul problème qui me vient en tête, c'est que la WWE n'arrive pas à créer des top stars. Elle n'arrive pas à en créer. Pour moi, je veux dire, c'est un vrai problème. À chaque fois qu'il n'y a plus de solution, comme l'a dit Christophe, alors on va mettre qui? C'était un peu la question. Qui va affronter Rollins? Vu que l'Undertaker a fait son tour à Battleground, on s'est dit, bon bah Lesnar il est pris, qui va affronter Rollins? Et à chaque fois quand il n'y a pas de solution, qui on prend? Monsieur John. Et moi ça me dérange fortement parce que il y en a marre. Voilà. Je veux dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et revoir encore Cena. Alors peut-être qu'on fait des conclusions un peu trop hâtives, un peu trop rapides, parce que, parce que ça se trouve, ce n'était qu'un segment pour combler l'euro, histoire de mettre Rollins quelque part.
Mais franchement, c'est vrai que je vois pas qui va affronter Rollins. Donc, à part Cena, donc pour moi, ce sera vraiment Rollins Cena et c'est triste, ça m'ennuie fortement. Et même si il va y avoir sûrement des autres matchs en SummerSlam qui vont me faire plaisir, ce match-là me dérange énormément et surtout pour Rollins en fait. Parce que pour moi, Rollins mérite autre chose que John Cena. Il mérite autre chose que John Cena. Pourquoi ne pas faire gagner Kevin Owens par exemple? Même s'il est heel, pourquoi ne pas le faire gagner face à Cena et après le faire affronter Rollins? Pour moi, C'est ça aurait ça. été une bonne chose, par exemple. Ça aurait été une bonne idée, parce que si Owens avait battu Cena, il se serait installé comme une top star. Et il aurait affronté Rollins pour le titre, et ça aurait été un match vraiment crédible. Et même s'il y a l'argument du fait que John Cena vend, et qu'il faut tout le temps le mettre en avant, il faut arrêter à un moment donné. Trop, c'est trop. Et le problème, c'est que Cena reste la superstar qui vend le plus. Pourquoi? Parce que la WWE n'ose pas utiliser d'autres superstars de la même manière qu'ils utilisent John Cena. Toujours le même problème, toujours la même rhétorique. L'année dernière, c'était la même chose quand John Cena avait squatté le main event face à Brock Lesnar. Toujours la même chose. Et je trouve ça insupportable. Comme on n'avait pas été Donc, déçus face à Lesnar pour le coup. ah non, 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 bah non, non, non. Là, on avait été tous ravis. Ah Et bah oui. pour le, Bien sûr, bien sûr. et pour le coup de la vente, le problème aussi de la WWE, c'est que mine de rien, les gars, si on reprend sur presque 10 ans, les gars à qui ils ont fait confiance, à commencer par Lesnar, il se barre pour faire du foot américain et il finit à l'UFC. Après, il y avait Bobby Lashley, Batista qui va faire du cinéma. Chaque fois qu'ils ont un petit peu, ils se sont dit, allez, tant pis, celui-là, on lui donne tout de suite et on y va. Le mec, généralement, finit par se barrer. Je suis pas trop d'accord. Sina, lui, est fidèle. C'est un Ah, homme de confiance. À l'époque, dans les fédérations, les vieilles fédérations, souvent, c'était des membres de la famille qui étaient champions parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas se barrer dans une autre fédération et que le titre serait pas vacant ou emmené avec. Ouais, mais Donc, je suis pas très d'accord parce que, d'accord, les exemples là sont plutôt bons, mais quand on regarde CM Punk, Daniel Bryan et des tonnes de gars eh qui ben avaient. voilà, CM Punk est plus là et Daniel Bryan est blessé. Mais CM Punk est parti justement parce qu'on l'a traité comme un moins que rien, justement. Alors c'est Ah, vrai, attention, ouais. CM Punk ça reste un sujet très contre comment dire, ça divise ce sujet-là. Parce qu'il y en a qui sont d'accord avec lui, il y en a qui sont pas trop d'accord avec lui. Mais moi je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec CM Punk. Daniel Bryan même chose, mais bon il a eu des blessures. C'est vrai que dans un sens, John Cena c'est le choix le plus sûr. Mais est-ce que c'est le meilleur catcheur? Non, non, c'est pas le meilleur catcheur. C'est juste celui qui fait le plus vendre. Et pour moi, ça me dérange vraiment. Et même si c'est une compagnie qui a pour but de gagner plus d'argent, donc de mettre le mec qui vend le plus Bah oui. au top, je sais très bien ça. C'est comme au Mais cinéma en fait, c'est comme la oui, différence entre Hollywood et le cinéma indépendant et c'est pareil dans le catch, justement on utilise le mot indépendant pour le reste parce que justement ça s'adresse à un public plus ciblé, plus smart comme on dit dans le milieu du catch et hmm. Mais est-ce qu'on nous force pas à aimer John Cena? Si, bien sûr, bien sûr. bah pas à nous entre guillemets nous quand je dis nous c'est des jeunes adultes ou plus qu'adultes mais c'est que les enfants continuent à aimer et commercialement, c'est intéressant d'attirer les enfants dans les salles parce que ils viennent forcément avec un adulte derrière ou peut-être deux et ils ont envie de consommer. Ça, il y a une logique très commerciale derrière, mais il faut pas oublier que la WWE c'est américain et que Hollywood Oui. marche comme ça. Nous, c'est l'exception française. C'est vrai que nous, on veut de l'art, mais aux Ouais. États-Unis, ils veulent juste du dollar. C'est pas la même chose. Pas mal, Pas mal. c'est pas mal du tout. Je comprends tout ça. On pourra peut-être me dire que je ne sais pas comment fonctionne une compagnie, peut-être. Mais moi, je trouve que John Cena est quand même une grosse erreur. J'aurais aimé quelqu'un d'autre au top. Et personnellement, je vais être un peu méchant, mais je m'en fous un peu des gamins. Et je veux dire, moi, en tant que fan, voir John Cena au top, c'est insupportable. Et depuis tellement d'années. Eh oui, mais tu sais, dans les années 90, c'était exactement la même chose pour Ouais, Hogan et Flair. Ouais, bien Les sûr. gens en avaient ras le cul d'Hogan et Flair, Piper aussi. Et puis tu les laisses 10 ans, ils reviennent 10 ans plus tard à la WWE et ils ont des ovations de ouf. Bah, Si Ric Flair. Cena se barre pendant 10 ans, on le considérera comme les générations de tout jeunes qui auront 10 ans de plus, et même nous peut-être, le mettront au même niveau que Ric Flair sans doute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bon argument. Mais moi, en tant que fan, je trouve que la WWE, certes, ont essayé, mais ils ont pas assez essayé. Et pour moi, ils s'intéressent trop à John Cena. Tout le temps, John Cena. Que va faire John Cena? Quand il n'y a pas de solution, on prend John Cena. John Cena, tout le temps, John Cena.
Et c'est ce que disait CM Punk dans son podcast, dans son fameux podcast, dans son fameux podcast, quand il disait que à chaque fois quand il y a des réunions, Cena, Cena, le plus important. Et moi, je trouve ça quand même assez insupportable. Mais bon, c'est vrai, comme l'a dit Christophe, il faut aussi prendre le bon côté des choses et se dire qu'à SummerSlam, on aura d'autres bons matchs. Mais c'est quand même triste de revoir tout le temps Cena dans le main event. Surtout que en début d'année, ils avaient réussi à le mettre dans le mid-card. Ils avaient réussi à lui donner des matchs moins importants. Mais non, ça dure pas longtemps finalement. Donc voilà. On en a donc terminé avec le sujet John Cena. Et Mathieu? Ah, Il a Mathieu, pas le droit de pardon. parler, il a pas le droit. Excuse-moi, Non, Mathieu. j'ai pas le droit de parler. Non, j'ai juste. Ouais, bah de toute façon, Sina, pour revenir vite fait, moi ça me dérange. Parce qu'on c'est déjà du vu et revu. On a déjà vu ça en fin d'année 2014. Et juste pour revenir sur le côté merchandising avec Sina, c'est également une des raisons pour lesquelles Owens a perdu à Money in the Bank. Parce que j'ai vu une news apparemment que suite à sa défaite face à Owens à Chamber, les ventes produits dérivés de Sina avaient baissé. Et du coup, ça avait un petit peu forcé les officiels à faire gagner Cena. Et oui, c'est dommage. Moi, personnellement, je suis un anti-Cena. Mais c'est clair que c'est une compagnie qui pense avant tout au pognon. Et le jour où Cena où ils auront trouvé une superstar qui vend autant que Cena, peut-être que Cena sera moins mis en avant. Mais le problème, c'est que pour arriver à faire ça, il faut arriver à mettre des jeunes en avant. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un problème, quoi. Moi, je suis désolé. Je suis désolé quand même. Désolé, Axel, je te coupe. CM Punk en 2012, quand il y avait toute la hype autour de lui, il vendait énormément et plus que John Cena. En tant que face, et là c'est les chiffres qui le prouvent. Je les ai pas là sur moi, mais en 2012, quand CM Punk était champion de la WWE, tout le monde se rappelle à cette époque qu'il était face. Il avait fait un face turn. Il vendait plus de t-shirts que John Cena. Mais la WWE ne lui a pas donné la chance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tourné heel. Donc forcément, quand tu deviens heel, tu vends moins de t-shirts. Pour moi, je veux dire, le problème vient des bookers. À la base, c'est les bookers qui pensent trop à John Cena. Je pense qu'il y a des talents qui ont largement plus de potentiel de talent que lui, mais qui n'ont pas le soutien dans les vestiaires. John Cena a un soutien incroyable. Alors oui, il est fidèle. Mais en même temps, c'est facile d'être fidèle quand t'as autant de soutien, quand tu remportes tous tes matchs. Il peut pas perdre un seul match clean, John Cena. Pourquoi? Parce que s'il perd un match clean, ses fans, ses jeunes fans vont croire qu'il n'est plus aussi bon. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, c'est triste. C'est triste. Est-ce qu'on peut espérer un changement lorsque Vince McMahon ne sera plus au pouvoir? Je pense. Ouais, je pense aussi. Parce que Triple H, Mais je pense plus pas en que avant Triple les H, jeunes. je pense que Triple H a vraiment cette attitude-là à vouloir mettre en avant toute la génération NXT et qui commence de Seth Rollins, etc. Hein. Donc oui, je pense que... Ouais, Oui, pardon. Non, Non, je voulais vas-y. juste dire que, oui, de toute façon, quand Vince McMahon ne sera plus là, le plus tard possible, John Cena sera forcément déjà en fin de course. Il est quand même là depuis très très longtemps. Il n'a pas été blessé tant que ça, mais il a eu des blessures quand même assez sérieuses. Il va pas non plus pouvoir continuer à ce rythme-là si longtemps que ça. À un moment ou un autre, de toute façon, il va devoir baisser le pied. Là, il catch quand même encore, il fait tous les house shows, il est à tous les shows TV. Bon, il fait pas SmackDown, mais il est au moins à tous les Raw. Il a quand même encore un rythme effréné. Donc forcément, à un C'est vrai. moment ou un autre, par la force des choses et par l'âge, il va devoir baisser, quoi. Quelque chose qu'on peut pas enlever à John Cena, hein, même pour ceux qui le détestent, comme moi-même, c'est qu'il a vraiment cette attitude de guerrier, quoi. C'est-à-dire voilà, il s'entraîne, quoi. Il s'entraîne constamment. Et il a jamais. Ça, Il consacre sa vie à son travail. C'est ça. Bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est une raison pour le mettre autant en avant? Je ne pense pas. Disons que si t'es patron et que t'as John Cena qui consacre sa vie à ça, pas qu'au catch d'ailleurs, puisque il fait les Make-A-Wish, il est les apparitions médias du matin jusqu'au soir et dans son bus aussi. Entre ça et un employé comme CM Punk qui effectivement semble, je le connais pas personnellement, mais semble avoir un ego beaucoup plus démonstratif que celui de John Cena, ou en tout cas c'est ce qu'il montre, et qui se plaint énormément, qui est pas forcément fan des médias, de ce genre de choses. Si t'es patron, tu te poses pas la question
très longtemps, quoi. Même C'est si vrai. le mec il fait des super matchs et compagnie, quoi. Si tu te mets dans la tête d'un patron, tu choisis John Cena, mais les yeux fermés, quoi. Évidemment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Après, on n'a peut-être pas on n'est peut-être pas bien positionné pour voir ça. C'est vrai que nous, on voudrait voir les meilleurs catcheurs au top, hein. Ce serait le monde idéal, mais le truc, c'est que ça reste une compagnie. Mais bon, Justement, moi, Chris. Vas-y, Thibaut, excuse-moi. moi, franchement, je n'ai pas honte de dire que j'en ai marre de voir John Cena au top. J'en ai marre, et je pense pas être le seul. Thibaut a un problème. J'ai rien compris, oui. Ah, je croyais que ça venait de chez moi. Thibaut, C'est la WWE qui a coupé sa connexion. c'est ça. On est censuré. C'est la régie, touche pas en poste. Justement, je parle de John Ah, Cena. ah, Je parle de John Cena. va sur la terrasse, va sur la terrasse. Allô, allô? Monte Oui, c'est bon. sur le toit. Ah, Excusez-moi, je parle de John Cena et ça, il y a tout qui ne marche plus. Ah, je crois qu'on est en duplex de ces toilettes dorénavant. Allô, allô? Oui, oui. Monsieur oui, on l'ordinateur. Très bien. Je sais même plus ce que je disais du coup, mais bon, je parlais de John Cena et je disais que j'en avais marre de le voir au top, c'est tout. C'est juste mon avis personnel. J'aimerais juste rapidement connaître l'avis de Christophe Ajus quant aux qualités in-ring de John Cena, Ah, Ah, eh bien, pour objectivement. être évidemment, ce n'est pas le plus grand technicien de l'histoire du catch, mais tout de même, et là, c'est vrai, alors je suis quelqu'un de très honnête, ceux qui écoutent encore en version française savent que je raconte toujours tout. C'est vrai, au début, j'ai dit que je serais peut-être corporate, mais là, c'est même pas être corporate. Ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, quand on regarde sa carrière, si vous regardez les matchs de John Cena, même si effectivement, à l'image d'un Hulk Hogan, c'est quand même assez répétitif, mais Bret Hart aussi avait les fins de match assez similaires pendant de longues années. Tous les matchs de Cena sont quand même divertissants. Il a quand même réussi à sortir des matchs regardables face au Great Khali ou face à quasiment tous les adversaires qu'on lui a mis en face, quoi. Donc il a beau ne pas être le catcheur le plus technique de l'histoire du catch, ça c'est clair que non. Mais ce qu'il fait, il le fait quand même bien. Et il arrive à faire vivre ses combats. Donc pour moi, ça reste un très très bon catcheur. Et après, j'ai 35 ans et ça fait 30 ans que je regarde le catch. Et j'ai aussi eu une période, c'était il y a près de 15 ans maintenant, où je détestais Hulk Hogan justement parce que c'était chiant, parce que il savait faire aucune prise et compagnie, mais ensuite, voilà, à la trentaine, on redevient nostalgique et on se dit qu'on s'en fout, quoi. Et les matchs de Cena, moi, j'ai jamais de crainte quand je vais commenter un match de Cena. Je me dis jamais ça va être chiant, parce qu'il arrive toujours à en faire quelque chose de bien. À commenter, j'entends. d'accord, d'accord. Mais moi, j'espère être comme ça à 35 ans, hein. Parce que sincèrement, On me le dit pas souvent, hein, je te le cache pas. bon, bah, voilà. Non, mais sincèrement, euh, justement, moi, c'est tout le contraire. Quand j'aborde un match de Cena, je sais que je vais me faire chier. C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est tellement redondant. Et même pas, moi, je vais pas utiliser l'argument les 5 prises, comme on dit. Surtout que, il a inventé des prises. Je vais pas aller jusqu'à là, mais il a Innové. ajouté des prises. Voilà, il a innové récemment. Donc, bien pour lui. Mais moi, mon problème numéro un avec John Cena, déjà, l'argument du fait qu'il a eu des très grands matchs dans sa carrière. Quand on regarde les très grands matchs dans la carrière de John Cena, ce sont face à des catcheurs qui sont capables d'avoir des bons matchs contre n'importe qui. On parle de Edge, on parle de CM Punk, Daniel Bryan, tous ces gars-là. Alors oui, peut-être que les matchs face au Great Khali étaient regardables. Alors c'est peut-être pas l'exemple que j'aurais cité, mais Ah non, mais combien de mecs à la WWE sont capables de c'est vrai. sortir un match qu'on peut suivre sans se faire trop chier, quoi. Face au Great Khali, j'entends. Ouais, bah là, je comprends un c'est peu. pour Mais après, il y a plusieurs façons de voir un match de catch. Moi, personnellement, quand j'étais au tout début de ma passion pour le catch, je voulais voir beaucoup de finishers, voilà, je voulais pas me faire chier, comme on dit. Mais à l'heure actuelle, je préfère les matchs qui sont bien racontés,
que les matchs qui sont un peu du rentre-dedans. Et pour moi, John Cena, c'est souvent ça. C'est les matchs qui sont très bien structurés dans le sens où le scénario est très dramatique. Il y a beaucoup de dramaturgie dans les matchs de Cena. Il y a beaucoup de tombées, beaucoup de finishers, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est un peu du tout et n'importe quoi, selon moi. Donc, moi, je C'est des préfère- films d'action, en quelque sorte. Et C'est ça, encore une fois, oui, toi, tu as juste mûri et tu as envie de films indépendants où c'est l'histoire ça. est plus joliment racontée, plus Tout à fait. subtile. Tout à John fait. Tout à Cena, fait. c'est Fast and Furious, quoi. C'est ça, voilà, bah, voilà. Exactement. Voilà, bah, franchement, il devrait parler à ma place. Hein. Mais Non, mais tu me dois 45 € pour l'analyse. non, pas de problème, mais c'est juste pour ça que voilà. Et puis moi personnellement, je ne dirais pas que c'est un très bon catcheur. Parce que, alors peut-être que j'ai pas la maturité nécessaire pour analyser ça, mais euh, il a vraiment des grosses faiblesses. Tout ce qui est réaction faciale, vous allez rigoler, mais pour moi c'est très important. Parfois c'est juste stupide la façon dont il réagit, la façon dont il vend les L'acting. prises, la façon dont il vend les prises, c'est tellement Ah, mais encore une superficiel. fois, ouais, mais encore une fois, c'est juste, oui, il joue son rôle limite à la perfection, parce que lui est là pour faire l'action brute à l'américaine, le blockbuster. Parce que faut pas aussi oublier que la WWE, même si elle se mondialise, est un truc principalement américain. Donc il s'adresse à un public où les films les plus vus, chez nous, c'est les ch'tis, chez eux, c'est Fast and Furious. Il faut des trucs qui explosent. Nous, il faut des gars bourrés dans le Nord. Eux, il faut des bombes et des bagnoles, tu vois. Donc John Cena Non, correspond parfaitement à ça. bah alors si c'est ça, franchement si c'est ça, et je suis sérieux quand je dis ça, c'est un génie incompris, John Cena. Un génie incompris, parce En qu'il quelque fait, sorte, mais pas à ce point-là. Mais effectivement, c'est juste qu'il joue son rôle à la perfection. voilà, il joue un rôle qui est totalement détestable, mais à la perfection, et qui fait vendre. Donc franchement, pour moi, c'est un génie incompris dans ce cas-là. Mais, mais, voilà, moi je ne peux pas avoir des matchs de John Cena, alors forcément commenter, ça doit être intéressant, parce que voilà, pour vendre c'est facile, ah ça je suis d'accord, pour commenter le match, ça doit être très sympa. Mais surtout des matchs Cena Owens, par exemple, où il se passe beaucoup de choses, ou voilà. Mais moi, quand je vois des matchs de John Cena, et surtout le résultat, je peux pas être diverti, puisque le résultat, c'est toujours le même. C'est toujours John Cena qui gagne. À la base, quand tu vois un match de catch, t'as envie de te demander qui va Bah, remporter le match. Owens Et a gagné le premier. c'était un exploit. Si on regarde bien les matchs où John Cena a perdu clean, il doit y en avoir 10 dans l'histoire. On est d'accord quand même sur ça. Oh, non, je pense qu'il y en a quand même un peu plus, même ne serait-ce que quand il était jeune. Quand il Je veux était dire, jeune, mais depuis qu'il est Il y avait. champion, j'en cite très peu, moi. Hein. Je cite à SummerSlam face à Brock Lesnar, Daniel Bryan, mais il y en a pas Punk. beaucoup. Punk, c'était pas clean. Il y avait eu des interventions avec Vince McMahon, etc. Hein. C'était Ouais, pas un bon, match. oui, ouais. Ouais, mais bon. Ah, moi je pense vraiment à un match clean, quoi, où il y a aucune intervention, où il perd vraiment parce qu'il est moins bon entre guillemets que son adversaire. Mais bon, voilà. Après, je peux comprendre. Ça se trouve, je le comprends pas, John Cena. C'est un génie incompris. Voilà, je terminerai sur ça. John Cena est un génie incompris. Voilà. Mathieu, je t'oublie pas. Euh, c'est quoi la question? On te demande ce que tu penses du niveau in-ring de John Cena. Est-ce Ah que oui, c'est c'est un vrai. Ah oui. problème? Bah, personnellement, moi, John Cena, alors je suis un hater de Cena, hein, je suis vraiment un anti-Cena depuis un bon moment. Maintenant, sincèrement, je le trouve bien meilleur dans le ring, dans en tout cas ce qu'il propose par rapport. Je trouve en fait que la période 2006, 2000, jusqu'à les 2009, il était bridé, c'est-à-dire qu'il avait vraiment les 5 prises de l'enfer, quoi. C'était vraiment ça, il avait 5 prises. Et je trouve que depuis 2 3 ans, il a plus de liberté dans le ring, il peut faire plus de prises, et ses matchs sont moins chiants. Après, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve qu'il a plus de liberté et je trouve qu'il s'éclate plus dans le ring. Et par exemple, moi, in-ring, je préfère largement un Cena à un Roman Reigns. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que au moins Roman Reigns est crédible quand il combat. Attention, c'est juste mon point de vue à moi. Hein. Je veux pas. Pour moi, quand je vois John Cena catcher et je vais être vraiment sincère, pour moi c'est une blague. Le mec, il vend tellement, c'est tellement ridicule quand il vend des prises. Parfois, c'est incroyable. C'est incroyable comment il vend des prises. C'est juste, parfois il retombe sur ses fesses comme.
Je suis désolé, moi j'ai vraiment du mal avec les matchs de John Cena. Ça me paraît tellement. En fait, c'est comme une mauvaise caricature. C'est un peu ça pour moi, un match de John Cena. C'est une mauvaise caricature du catch. Voilà. Euh, Mais je. moi, perso, Roman Reigns, tu vois, pour donner une idée, j'ai l'impression de revoir le Cena de 2006, tu vois. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ouais, Bah, ouais. c'est normal. Il a quoi, 2 ans, 3 ans de vrai catch derrière lui. C'est normal que Ouais. il sera bon. Il sera sans doute bon s'il reste et qu'il continue à lui donner des matchs importants face à des mecs aussi bons et compagnie. Dans 5-6 ans, il sera sans doute très, 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 très bon. Enfin, Batista n'a jamais été évidemment le plus grand technicien de l'histoire et tout, mais ses matchs, quand il était main eventer, pareil, étaient tout de même divertissants et il y avait du rythme et il savait faire vivre un combat. Mais ses premiers combats étaient horribles dans l'évolution. Il marchait comme un robot, il était totalement coincé, c'était pas joli. Et c'est Et normal, surtout- il débutait. C'est normal. Mais surtout que moi, personnellement, Roman Reigns, c'est pas trop le sujet, mais Roman Reigns, je trouve qu'il a fait des progrès, ça se voit. Hein. Ça se voit. Depuis WrestleMania, il a vraiment fait des progrès, Roman Reigns, son ring. Ça se voit. John Cena, il fait des progrès 10 ans après le début de sa carrière. Donc, c'est triste, quoi. Mais bon. Le fait d'avoir discuté avec Christophe Ajus, quand même, ça me fait un peu, changer mon propos. Je veux dire, je vais être un peu moins sévère avec. Non, non, je suis sérieux quand je dis ça. Hein. Je prends pas ça au. C'est pas une blague, hein. Ça se trouve, Oui, mais John c'est pas Cena. grave, je rigole quand même. Ça se trouve. Donc ça, non. Donc ça se trouve, John Cena est un génie incompris. C'est juste que moi, je le comprends pas encore, et peut-être que dans 2 ans, je me dirai, ah bah finalement, John Cena, même si je l'aimais pas, il faut le reconnaître que ce qu'il faisait, il faisait bien, quoi. Mais bon, C'est comme Schwarzenegger dans les années 90 après, je suis pas trop, je connais pas trop, ou, moi, ça. Mais... ou Stallone. Bah non, mais voilà, c'est des films d'action, ça n'a pour but que voilà, Rocky? d'exploser, ouais, D'envoyer. Rocky. Ouais, Rocky, c'est vrai que Rocky, c'est quand même, ça, c'est les États-Unis, Bah, hein. Tu retrouves les États-Unis dans Rocky. et saviez-vous, pour faire ma science et mon connard, saviez-vous que c'était une histoire vraie? Et que dans Rocky? la vraie vie, le vrai Rocky, bon, il s'appelait pas Rocky. Et d'ailleurs, le mec a essayé. L'histoire est vraie. Stallone lui a jamais rien filé. Il a visiblement changé suffisamment de trucs. Mais le mec a affronté Mohamed Ali. Et comme catcheur, parce que Stallone est allé jusqu'à s'inspirer même tout au long de sa vie. Après, lui, il avait affronté André le Géant. Waouh. Mais pour le film, c'était Hulk Hogan. Mais le mec a vraiment existé. Je crois qu'il a sorti un livre il y a 2-3 ans. C'est comme ça que j'étais tombé dessus. Et en cherchant, j'ai remarqué que Stallone s'était inspiré jusqu'au match de catch, quoi. Qui est dans Rocky 3. Je sais pas. Eh ben, franchement, Non plus. merci. Franchement, Mais je vous en prie. je bénis Christophe. Hein. Ah oui, super. Et d'habitude, je me fais chier dans les podcasts. Non, je rigole. Merci Thibaut. La voix du catch et de la raison. Non, mais voilà. Moi, je conclurai par ça, c'est que vous me connaissez, hein, je suis vraiment hater de John Cena comme Mathieu, et moi je le déteste vraiment. Hein. À chaque fois que je le vois, c'est vraiment terrible pour moi. Hein. Après, c'est juste moi, hein, c'est le genre de personne qui il m'a donné plusieurs fois envie d'arrêter le catch carrément. Parce qu'à un moment donné, quand tu regardes le catch et que tu dis à chaque fois dans le main event c'est lui, il y en a marre. Mais il faut avouer que depuis quelques années, j'arrive à prendre plus de recul et de me dire que bon voilà, il faut vivre avec. Il faut prendre ça moins au sérieux. Parce qu'avant, je prenais vraiment ça au sérieux et le genre de défaite de Kevin Owens, moi, je survivais pas. Hein. J'ai arrêté de regarder le catch pendant au moins un mois. Hein. Donc voilà. Il menace. Arrête pendant au moins un mois, les gars. Un mois, Non, là. mais, non, mais, ce qu'ils font, les fans de catch, comme ça, ils le font. Hein. Rappelez-vous au Royal Rumble après la défaite de Ah bah oui. Bryan. Ils avaient tous fait ça, ils avaient tous fait. Ah, moi, j'arrête de regarder la WWE et finalement, on les retrouve un mois après. Cancel de Network, il y avait même le hashtag. C'est vrai. Ah C'est oui, vrai, quand c'est vrai. celle de Network, je me rappelle de ça. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a bien débattu sur ce sujet, hein, ça fait déjà un moment qu'on est dessus. Donc je vous propose de passer au second, qui est donc à propos de Brock Lesnar et Seth Rollins, le match de Battleground, une fois de plus. Donc comme tout à l'heure, dans un premier temps, vous allez analyser le match et donner une note sur 10 si vous le voulez. Vas-y Thibaut. Alors. Donc c'est Brock Lesnar, c'est Rollins, excusez-moi. Hein, j'ai Oui. un petit peu. Juste le match sans parler de la fin pour le moment. Oh bah, Le match en Si lui-même.
si on peut appeler ça un match, hein, sans vouloir manquer de respect à Brock Lesnar ou à Seth Rollins, mais pour ceux qui ont écouté la preview de Battleground qu'on a fait juste avant le pay-per-view, c'était moi le match que j'attendais le plus de l'année. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour ce match. Pourquoi? Parce que parce que Brock Lesnar de une est le catcheur que je préfère voir actuellement à la WWE, c'est celui qui me divertit le plus. Et parce que Seth Rollins est un talent que je suis depuis ses débuts et j'apprécie vraiment de le voir champion. Et le fait de voir cette opposition de, de voir cette opposition de style me donnait vraiment envie, quoi. La force face à l'agilité, la malice face au rentre-dedans, c'était vraiment pour moi une très belle opposition de style qui me faisait penser au match entre Brock Lesnar et CM Punk à SummerSlam d'il y a quelques années, 2013, je crois. Donc j'avais vraiment envie de voir ce match. Voilà. Et au final, déjà dès le début du match, c'était un peu voilà parce que c'était un peu Brock Lesnar qui fait des souplesses et c'était un peu que ça. Et c'était trop répétitif selon moi. Et j'avoue que là, ceux qui détestent Brock Lesnar vont pouvoir bien cracher sur ce match. Parce que là, sur ce coup, Brock Lesnar était très répétitif. Et j'ai été déçu dès le début du match. Et donc, je vais m'arrêter là, puisqu'on va pas parler du retour du Taker. Mais le match en soi a été une grosse déception pour moi. Il a été, à la limite, si le Taker était intervenu après le match, ça, j'aurais préféré. Mais bon, ce match a été trop court, donc je vais mettre, je sais pas, moi, c'est difficile de noter sur 10 un match pareil. 3 ou 4 sur 10. On n'a pas vu grand chose, et surtout, une grosse déception, on n'a pas vu Seth Rollins. Seth Rollins n'a pas prouvé qu'il méritait d'être champion dans ce match. Voilà. Donc c'est vraiment mon gros problème. Vas-y, Mathieu. Moi, personnellement, je pense pareil que Thibaut. Bah, par contre, moi, c'était pas du tout le match que j'attendais le plus. Parce que les matchs de Lesnar en 1 contre 1, en fait, c'est pas que j'aime pas Lesnar, au contraire, hein, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Surtout l'ancien Lesnar. Mais voilà, j'aime toujours Lesnar, il n'y a pas de souci. J'adore Rollins, donc c'est pas une question de pas aimer les deux catcheurs. Mais les matchs de Lesnar, je n'aime pas comment ils sont bookés. C'est-à-dire que c'est un genre de squash rallongé. Et pareil, beaucoup de fans ont aimé le match face à Roman Reigns et à WrestleMania. Moi, je n'ai pas aimé. Les matchs de Lesnar comme ça, je n'aime pas. C'est une question, voilà, moi j'aime bien quand c'est crescendo, que ça monte petit à petit. Là, voilà, là pour moi, Rollins s'est fait, voilà, s'est fait défoncer quoi, pendant tout le match. Pour résumer le match en simple, c'est hit, sleep, suplex, repeat, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était que ça. Rollins a mis quoi, deux topés suicidas, 2 coups de pied, c'est tout. Il a essayé de survivre, c'est même pas de catcher, il a essayé de survivre. Il s'est fait allumer, quoi. Donc moi, j'ai pas été diverti, c'était pas du tout le match que j'attendais le plus. Donc est-ce que je peux dire que j'étais déçu? Non, parce que j'attendais pas grand-chose de ce match. Pourtant, je pense qu'ils auraient pu faire un match contre comme Punk en 2013. Je pense qu'il y avait vraiment moyen, puisque Rollins ressemble à Punk, c'est un petit peu le même profil. Donc au niveau de la note, je vais mettre 3 sur 10, parce que voilà, j'attendais rien de ce match et bah, j'ai pas aimé. D'accord, vas-y, Christophe. Moi, j'attendais le combat, comme vous l'avez dit, pour l'opposition de style, comme à la Punk, effectivement, où Rollins, je pense, aurait pu donner effectivement un match très différent et très divertissant face à Lesnar. Je sais même pas si on peut parler au final de match. J'ai quand même vérifié, il a duré 8 minutes 58 secondes. Moins que les divas. Moins que les divas, ouais, bah, forcément, oui. Donc, on peut plus parler d'un angle en réalité, quoi. On- Visiblement, ce qui était raconté, c'est la domination de Lesnar. Rollins qui essaye quand même, qui visiblement, bon, a essayé de se barrer aussi, mais avait quand même un peu de caractère pour une fois. Il a quand même essayé de répondre. Et puis le principal, effectivement, la danse. Je crois que c'était le retour de l'Undertaker. Il n'y avait pas le match avant est tellement court et anecdotique que je sais pas s'il avait vraiment une importance dans ce qui se jouait là, quoi. C'est sûr que Rollins s'est fait marcher dessus. Mais après tout, c'était pareil pour Reigns et Cena, et il pourra toujours dire que il allait revenir et que l'Undertaker ne l'a pas sauvé ou quoi ou qu'est-ce, quoi. Vu que le match a été tronqué, un heel peut toujours dire qu'il allait revenir et que c'est pas une excuse et qu'il a survécu. Donc le fait qu'il se soit fait démolir me gêne pas tant que ça. D'accord.
Maintenant, Seth Rollins a-t-il perdu de la crédibilité après s'être fait défoncer comme ça dans ce squash match? Alors, je ne pense pas. Dans la forme, non. Dans la forme, non, pas vraiment, puisque Brock Lesnar a squashé John Cena. Donc, il peut squasher n'importe qui s'il a squashé John Cena. Euh, Maintenant, dans le fond, je pense qu'il a perdu de la crédibilité. Surtout par rapport au fait que l'attention ne s'est pas tournée autour de lui. Et ça, c'est mon vrai problème avec Seth Rollins à l'heure actuelle. C'est que on est dans une période, donc l'été, où c'est une période très chaude à la WWE, où il y a plus de gens qui regardent que lors des périodes creuses, admettons. Et pour moi, la logique voudrait que le champion du monde soit l'attention principale des fans. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et c'est ça pour moi le vrai problème que j'ai, c'est que Seth Rollins au final, il devait à la base avoir une feud avec Brock Lesnar qui allait tenir jusqu'à SummerSlam, mais le retour de Taker met Seth Rollins dans l'ombre. Et Seth Rollins ne participera sûrement pas au main event de SummerSlam. Et pour moi, c'est un problème. J'aurais vraiment aimé que Seth Rollins, pour son premier règne en tant que champion du monde, ait vraiment le spotlight autour de lui. Vraiment, c'est le champion, c'est de lui dont on parle. Et malheureusement, pour son premier règne, ce sera pas le cas. Et c'est un peu triste. J'aurais vraiment aimé qu'il main event SummerSlam face à Brock Lesnar. Et bien sûr, j'aurais aimé un autre booking lors du match, hein, que ce soit pas Brock Lesnar qui détruise Seth Rollins du début à la fin. Donc voilà. Pour moi, la crédibilité, elle est surtout perdue. Il a perdu un peu de crédibilité par rapport au fait qu'il n'est pas l'attention principale. Mathieu? Moi, personnellement, il n'a pas perdu plus de crédibilité que. Enfin, pour moi, il n'en a pas plus perdu que que pour ses autres matchs. Lesnar, c'est comme le mec qui a pété la streak, qui a squashé Cena, qui a battu Rollins et Cena, qui a. Après, ça a été assez contre. Enfin, certains pensent pas ça, mais pour moi, voilà, Reigns s'est fait démonter aussi. Il a démonté tout le monde, Lesnar. Ça fait maintenant. Ça va faire 1 an et demi qu'il est vraiment imbattable. Il marche sur tout le monde. Donc pour moi, c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment décrédibilisé. Mais disons que le truc, c'est que ce match prouve vraiment que sans ses acolytes, donc sans Kane, la J&J Security, ça montre un peu que Rollins n'est rien. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que Rollins, disons que je compare beaucoup en fait son run actuel autour de l'autorité, tout ça, je le compare beaucoup avec Edge et la Familia en 2008. Sauf que Edge savait quand même faire des choses, il se faisait pas démonter. Et c'est ça qui est dommage, c'est que pour moi, ouais, c'est dommage quand même. Bah, disons que, est-ce qu'il a pas eu de la crédibilité? Oui, quand même, parce que c'est le champion et que un mec qui n'est pas champion l'a atomisé. Donc, il a quand même perdu en crédibilité. Maintenant, pour moi, c'est pas non plus choquant, quoi. Christophe? Bah, je suis assez d'accord avec Mathieu. Effectivement, c'est pas ultra choquant. Comme il l'a dit, Lesnar a tellement démoli tout le monde. Après tout, Rollins peut toujours dire encore une fois qu'il s'est pas fait river les épaules, que il a survécu et C'est ce qu'il a fait à Raw. eh ben, c'est logique. Ouais. Et je pense que de toute façon, je crois pas que on puisse utiliser le mot de crédibilité pour le règne de Rollins. C'est clair que c'est pas le chemin qu'ils ont suivi. Dans la mesure où il y avait toujours en effet la J&J, Kane, il y avait toujours une histoire autour des interventions, de la brouille et ainsi de suite. Donc c'est clair que le mot crédibilité n'est peut-être pas le plus important, mais c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans le monde du catch d'avoir un champion heel aidé par ses acolytes. Quand il est champion, on le déteste, on se dit qu'il a aucune crédibilité parce qu'il gagne que comme ça. Et puis après, il fera peut-être un jour un face turn et il se débrouillera seul et tout changera. Enfin, je veux dire par là que c'est quand même une construction assez classique et c'est vrai que son rôle visiblement est d'être détesté parce qu'il s'en sort jamais seul. Et les rares fois où il est seul, il s'en sort mais comme un raccro. Il y a voilà, ça le fait pas gagner en crédibilité, mais ça le fait être un champion détesté. C'est une manière de faire détester Seth Rollins un peu différente. Je suis d'accord, mais pour remettre quand même, il y avait des champions qui étaient comme Seth Rollins, mais qui étaient, selon moi après, hein, crédibles. Je prends l'exemple de Edge. Edge, quand il était avec la Familia, pour moi,
il gagnait que en trichant, mais il était crédible parce qu'il était charismatique, il avait quelque chose, quoi. Chris Jericho, même chose. Quand il était heel, Chris Jericho, c'était incroyable. Randy Orton, quand il était heel et qu'il était champion et qu'il avait ses sbires à côté de lui, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Ted DiBiase, ça aussi, c'était vraiment les champions heel. Tu te souviens d'eux? Bon, moi, personnellement, je m'en souviens Mais d'eux. ils avaient aussi 10 ans de carrière chacun derrière eux. Enfin, C'est peut-être vrai, c'est Orton un vrai, peu c'est moins, vrai, mais Orton a grandi à côté de Flair et Triple H. Edge c'est vrai. avait déjà quand même de longues années derrière lui. Et le dernier, je sais plus quel était son Chris exemple, Jericho. Chris Jericho, effectivement, quand il était en heel, à un moment, il était intenable. Mm. À Raw, à SmackDown, bon, et là, Il c'était était pas vraiment l'époque insupportable. où il était champion du monde, mais il était exceptionnel Ouais. très souvent. Donc, bon. Mais là, tu parles de mec, Chris Jericho a quand même attendu 10 ans avant de, j'exagère, 8, je crois, grosso merdo, avant d'être main eventer à la WWE, C'est si on vrai. compte ses débuts au Canada et tout le bordel. Donc Rollins a quand même encore largement le temps Je suis avant d'accord. d'être Non, bon mais sur tous les c'est tout points. ça, c'est pour faire justement, c'est pour faire la différence justement sur le fait que Rollins n'a pas encore cet aspect crédible, quoi. C'est vrai que dans la forme, il ne sera jamais crédible. Dans la forme. Parce que c'est quelqu'un qui gagne en trichant. Mais, dans le fond, à un moment donné, les gens le prendront peut-être un peu au sérieux. Et malheureusement, c'est pas en perdant, entre guillemets, ce genre de match qui va devenir crédible selon moi. Mais il a le temps, il a vraiment le temps. C'est vrai. Et puis, il a pas perdu. Il a pas, oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. Enfin, c'est si, vrai. il a perdu par DQ. Non, no Ouais, contest, je crois, officiellement. ouais. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé après, hein. Ils l'ont annoncé sur le Twitter, sur le compte Twitter juste après. C'est vrai que le match, il continuait hein, quand il y avait l'Undertaker. À la Ouais. limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est un Undertaker qui permet à Seth Rollins de remporter le match. Ça aurait pu être Bah, sympa. c'était Ça. pas un no Ah DQ. ouais. Ça aurait Ah été oui, énorme Ouais, quand ouais, même. c'est vrai, c'est c'était vrai. pas un Naughty coup. Ils auraient peut-être dû faire, ouais. Ça aurait C'est été vrai. énorme, un tête-à-tête Lesnar Taker et que t'as Rollins derrière qui fait un petit paquet. Ça aurait été Ah oui, énorme. ça, bah, par exemple, ça, pour moi, ça l'aurait rendu crédible, entre guillemets. Au moins, il aurait su profiter, ça me fait penser justement à Chris Opportuniste. Jericho. Voilà, opportuniste. Il y aurait eu un côté opportuniste. Là, il y a rien eu, quoi. On n'a pas vu Seth Rollins. À la fin de Battleground, On l'a même pas vu, on a, non? voilà, à la fin de C'est vrai. Battleground, on n'a pas retenu Seth Rollins qui garde le titre. En faisant un petit paquet, on a retenu Undertaker. C'était la dernière image. J'aurais préféré avoir comme dernière image le champion du monde. C'est tout. D'ailleurs, vous avez C'est des vrai que nouvelles de l'arbitre? l'arbitre. Bah oui, parce Oui. que pareil, on l'a plus revu. C'est vrai? Ah oui, bah oui, c'est vrai, il est parti, ouais. Dès que l'Undertaker est arrivé, on n'a plus vu l'arbitre ni Seth Rollins. Bon, quand l'Undertaker arrive, tout le monde s'en va. Hein. On en On vient va justement au gimmick de Seth Rollins, puisque c'est peut-être le problème actuellement, si on peut appeler ça un problème. Est-ce que selon vous, Seth Rollins doit conserver ou quitter son gimmick entre guillemets de lâche qui fuit le combat? C'est à Thibaut. Euh, bah, on voit de plus en plus de tensions dans l'autorité, donc peut-être que moi j'aimerais bien qu'il soit seul, qu'il reste comme il est, en champion heel qui triche, mais qu'il soit seul. Voilà, qu'il trouve des façons originales de remporter les matchs en trichant. Voilà. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire. Euh, qui se débrouille tout seul. Voilà, je préférais qu'il se débrouille tout seul, ça le rendra un peu plus crédible selon moi. Mais que deviendra Kane? Et que deviendra Kane? Eh ben, je peux te dire que c'est le dernier de mon souci. Mes soucis. Je m'en fous de Kane. Sincèrement, s'il y avait eu Kane, Seth Rollins à SummerSlam, Il aurait dû rester à Hawaï. ça aurait été, voilà, ça aurait été triste. Hein. Mathieu? Moi, personnellement, pour Rollins, je pense que est-ce qu'il doit conserver ou quitter cette gimmick de lâche? Je pense que vraiment cette gimmick-là, c'est-à-dire qu'il peut vraiment rien faire tout seul. C'est vrai que personnellement, si ça dure, ça va me saouler. Moi, je pense que Rollins peut rester dans cette gimmick un peu de lâche, mais moi, je pense qu'il devrait vraiment ressembler à Edge, c'est-à-dire que certes, être opportuniste, être un peu lâche, mais avoir quand même les balls de monter sur le ring face à Undertaker ou Cena ou tout ça. Je me rappelle que Edge, à chaque fois qu'il rentrait en tant que champion et que le challenger arrivait pour les matchs de titre, à chaque fois que l'opposant arrivait, il se barrait du ring pour la présentation des deux lutteurs. Mais après, il revenait. Là, Rollins, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Rollins, c'est vraiment... le mec,
en étant PG. Enfin voilà, c'est vraiment le mec qui fuit, quoi. C'est vraiment ça. Et je pense que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il se rapproche de la gimmick de Edge, c'est-à-dire toujours être un peu un fuyard, mais quand même avoir les balls de monter sur le ring. Ouais. Christophe? Moi, je, je me dis que de toute façon, ça va s'en aller à un moment ou un autre. Là, ça fait 1 an qu'il a rejoint l'autorité. Je pense que la fin est forcément proche. Après, je doute qu'il puisse lui faire un face turn parce que je suis pas sûr que les gens aient envie de le soutenir, à moins que vraiment ils trouvent un angle vraiment intéressant et puissant pour faire ça. Parce que là, je pense qu'il est vraiment détesté, vu justement de sa gimmick de l'âge qui fuit tout le temps et qu'on a l'impression qu'il ne peut rien faire tout seul. Je sais pas bien comment ils vont finir ça, mais je pense que là, vu que la menace Lesnar peut-être s'est éloignée et qu'il a plus la JNJ et Kane vraisemblablement autour de lui pendant un temps, il va forcément devoir gagner ses combats tout seul. Donc je pense ils vont pouvoir au moins lui donner un peu de coffre, entre guillemets, dans les prochains mois. Après, il va forcément aussi se séparer de l'autorité. Donc je pense qu'il va pas la garder longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de toute façon qu'il peut garder 10 ans. Sinon, c'est clair qu'il pourra jamais être vraiment pris totalement au sérieux. C'est sûr. Il faut préciser aussi que c'est son premier règne, qu'il y en aura sûrement d'autres après, et qui pourra changer de gimmick et être peut-être un champion plus crédible. Oui, effectivement. On a beaucoup parlé d'Edge. Il a quand même débuté en vampire. Oui. Donc, C'est vrai. enfin, c'est toujours ça. C'est vrai que là, il y a que la WWE vraiment. C'est sûr qu'il y a d'autres fédérations, mais la WWE est quand même la plus importante au monde aujourd'hui. Donc, les mecs, on a l'impression de les voir depuis très très longtemps, mais il faut jamais oublier qu'Austin, par exemple, en 97, ça faisait déjà aussi 10 ans ou 7 ans qu'il combattait déjà avant de devenir la méga star qu'il est devenu. Donc, pour une superstar, il suffit d'une gimmick, d'un bon moment, d'un mec qui se blesse et que tu prends sa place, énormément de choses et il peut devenir la plus grande star de l'histoire du catch, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que Bah, là, il est en mode apprentissage et qu'il C'est n'est vrai. pas encore au sommet de ce qu'il peut faire. de toute façon, pour moi, bah, après, c'est mon avis, mais pour moi, le plus important chez un catcheur, c'est quand même la gimmick. Bah, justement, Stone Cold en est la preuve. Il y a aussi Bray Wyatt, qui était quand même Husky Harris avant. Bah, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, quoi. Oui, une fois qu'on trouve son personnage, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a les instants, il y a plein de mecs qui avaient des sacrés gimmicks, mais qui n'ont jamais pu parce que bah, il n'y avait pas la place à ce moment-là. Punk serait arrivé, serait de la même génération que Cena. Il aurait peut-être tourné autrement. Enfin Ouais. voilà. Bon, après, ça marche pour toute la vie en général. Et... Mais en tout cas, je pense que Rollins, il a encore d'énormes années de WWE devant lui et il a encore largement la chance de réussir quelque chose d'incroyable. Là, pour l'instant, c'est vrai que cette gimmick, elle semble avoir fait son temps. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais, je Voyons la pense suite. aussi. D'accord. Alors la suite, c'est la suivante, c'est donc l'intervention de l'Undertaker. Bon, bien sûr, tout le monde est au courant. Donc, on va analyser ce segment, ce retour, et surtout votre avis sur ce retour. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que l'Undertaker soit de retour en cet été 2015? Mathieu. Alors moi personnellement, bon, je pense que tout le monde avait vu les news sur le net, tout ça. Tout le monde annonçait le retour du Deadman. Moi personnellement, j'y croyais pas parce Moi que non plus. je voyais pas l'intérêt de le faire revenir comme ça, surtout l'été, parce que c'est vrai que l'Undertaker, la dernière fois qu'il était venu au SummerSlam, c'était en 2010, parce que maintenant, bah, il est plus très jeune et que maintenant il a besoin de temps quand même pour se remettre sur pied pour WrestleMania. Et j'avais beaucoup de mal à me dire pourquoi est-ce qu'il reviendrait. Je pensais que le match Lesnar-Rollins allait se finir avec. Je pensais qu'il allait pas de toute façon finir clean, ça j'en étais sûr. Maintenant, je voyais pas Taker. Et c'est vrai que quand j'ai entendu le dong, j'étais en mode non, c'est pas possible, il va pas revenir. Et si, il est revenu, et c'est vrai que j'étais vraiment surpris, malgré les rumeurs. C'est un peu comme Sting, il y avait également des rumeurs, mais personne n'y croyait. Et donc, surpris, oui. Maintenant, en bien ou en mal, j'étais un petit peu des deux côtés. C'est-à-dire que sur le coup, j'étais très content, parce que Taker est l'une de mes légendes préférées.
et que j'ai commencé le catch quand il était au sommet de son art, donc j'étais très content. Et de l'autre côté, je me suis dit pourquoi, enfin juste pourquoi, j'ai pas compris. Alors certes, Paul Heyman a rappelé à Raw pas mal de fois que Kane, enfin que plutôt Undertaker avait perdu face à Lesnar, tout ça, mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt de le faire revenir à SummerSlam. Surtout, personnellement, j'espère, enfin, j'adore l'Undertaker, mais pour moi, si Taker bat Lesnar, ce serait pas très logique. Et surtout, ils prennent un gros risque. Moi, c'est surtout ça en fait qui me marque dans ce retour, c'est qu'ils prennent beaucoup de risques. Apparemment, en plus de ça, j'ai vu que Taker fera une tournée au Mexique. Et c'est quand même un risque. Alors, à mon avis, c'est certainement une tournée d'adieu. Je pense que c'est Taker qui a demandé à Vince de certainement se faire plaisir une dernière fois avant de ranger le costume. Mais c'est quand même un gros risque. Si Taker se blesse et qu'il n'est pas apte à catcher à WrestleMania, c'est quand même un énorme risque que prend à la fois le Taker et Vince. Et donc voilà. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais à la fois content et à la fois j'ai pas trop compris pourquoi. Donc voilà. Christophe. Je suis à peu près du même avis. Disons que je pourrais diviser mon avis en deux. Le fan hardcore me dit que, dans mon esprit, me dit bah non, pourquoi Undertaker? On est en 2015. Après tout, WrestleMania, pour un dernier match, ce serait une belle histoire. Et puis, c'est pas du tout le moment de faire perdre Lesnar face au Taker maintenant. Enfin, même pour le coup, plus jamais. Peut-être même encore à WrestleMania, mais vu tout ce qu'il a fait depuis, ce serait pas franchement logique. Après, dans le même temps, c'est quand même l'Undertaker et ça reste un retour du Deadman. Là, c'est mon côté moins fan hardcore, mais plus vieux et qui aime bien juste se prendre du plaisir à voir les vieux revenir et qui peuvent encore catcher, quoi. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de revoir catcher Macho Man pendant des années avant qu'il décède ou ce genre de choses. Donc, je suis toujours content, même si Hulk Hogan arrive à avoir un match à WrestleMania l'année prochaine, même si ce sera de la merde, je serais ravi qu'il catch. Et encore plus si, par chance, on se retrouve encore au bord du ring, de pouvoir le commenter en live, ça serait. Mais voilà, donc là, il y a les deux côtés qui se battent en moi, mais j'attends de voir. Je me dis que je sais que je veux le placer partout, mais pourquoi pas. S'ils en font pas le main event, si c'est vraiment le main event, effectivement, ce serait une victoire de l'Undertaker à peu près assurée. Je vois pas Lesnar démolir encore l'Undertaker pour une fin de SummerSlam. Et donc, j'aurais vraiment du mal à comprendre pourquoi il ferait perdre Lesnar à ce moment-là, où il est encore très crédible, malgré des mois où il a finalement perdu le titre et pas gagné pour le match entre guillemets revanche. Je suis pas sûr que ce serait un bon moment, et même très sûr plutôt que non. Mais j'ai quand même envie de le voir, et j'espère que, effectivement, j'y avais pas pensé, mais j'espère que il n'y ait pas de blessures ou de choses sérieuses. Et je parlais de Kane tout à l'heure parce que je me dis que pourquoi pas une intervention de Kane et une sorte de retour pour la fin de carrière des Brothers of Destruction pendant quelques mois avant un match en solo à WrestleMania l'année prochaine. Un peu comme ils avaient fait avec DX, faire revenir DX quelques mois avant que Michaels finisse par prendre sa retraite. Enfin non, pas tant que ça après, mais bon bref. Est-ce que Kane pourrait être encore crédible? Bah, avec Brother of Destruction, ce serait amusant le côté c'est un grand pas quand même, hein. Nostalgique. Corporate Kane et Brother of Destruction. Après, le problème c'est que justement le Taker Kane, on l'a vu plusieurs fois à WrestleMania. Il y a eu combien de Taker Kane à WrestleMania? non, je voulais pas un match solo entre les deux. Ah non, d'accord. Pas du tout. Non, merci. Non. Ouais, non, je voulais juste dire qu'il pourrait faire équipe et après se séparer, entre guillemets, gentiment. Et que Taker finisse par dire genre à Kane, celui-là, je m'en occupe tout seul, tu vois, une histoire dans ce genre-là. Pas un match entre les deux, quoi. Mais tu penses vraiment que le Taker va continuer à apparaître lors des shows après SummerSlam? Je crois qu'il est prévu après SummerSlam. Ah, je sais pas s'il apparaîtra après des shows, mais il peut tout de même faire un run de. C'est possible. 2 pay-per-view ou 3 face à pour une rivalité, quoi. Moi j'ai vu qu'en octobre il fera une tournée au Mexique en octobre, donc à voir. Ouais. Bon, bah j'imagine que c'est à moi de donner mon analyse du segment. Si.
Alors vraiment une bonne chose d'avoir Christophe parce que il y a le deux côtés des choses. Alors moi j'ai qu'un seul côté, hein, donc malheureusement il y a que le côté hardcore chez moi. Donc forcément sur le moment j'ai été déçu. Alors déjà de une, ce qu'il faut savoir avec moi c'est que je suis pas un grand fan du Taker. Je le respecte énormément. C'est une légende du catch. Il a l'un des gimmicks les plus impressionnants, hein, les plus remarquables de l'histoire du catch. Maintenant, récemment, j'ai pas été excité par le fait de voir l'Undertaker. Après, c'est juste moi, je peux totalement comprendre pourquoi ses fans sont absolument heureux de le voir. Mais, euh, mais même, je trouve que ce segment est sorti un peu de nulle part. Vraiment de nulle part. Alors même s'il y a eu des rumeurs comme quoi le Taker pouvait revenir à Battleground, euh, pour moi, ça me paraissait faux parce que je me disais que pourquoi faire un match entre l'Undertaker et Brock Lesnar? C'est vraiment, déjà pour moi, la fin de la streak, c'est un moment dans l'histoire qui doit rester gravé et c'est fini. Pas besoin de faire une suite. Fin de la streak, terminé. C'est la fin d'un chapitre. Pas besoin de faire une suite. Là, c'est un peu comme si l'Undertaker, au bout d'un an et demi, il s'est rappelé qu'il avait perdu la streak. C'est un peu ça pour moi. Et c'est pas très cohérent, c'est pas très logique, parce que rappelez-vous, l'année dernière, il a bien affronté Bray Wyatt et il a jamais mentionné Brock Lesnar. Donc c'est, J'y ai pensé à ça et je me dis, après, ça c'est surréfléchir, parce que je suis même pas sûr qu'au sein de la WWE réfléchissent aussi loin. Mais cela dit, c'est Bray Wyatt qui était venu chercher l'Undertaker. c'est vrai. C'est pas l'Undertaker qui a demandé à l'affronter, c'est Bray Wyatt qui l'a fait revenir d'outre-tombe, entre guillemets. Donc c'est différent. Et puis même en termes de crédibilité, je suis un peu comme Christophe. Il est fort probable que Brock Lesnar perde, parce qu'ils ont pas fait revenir le Taker pour l'enfoncer encore plus. Euh, Si Brock Lesnar perd, c'est quand même c'est difficile à comprendre. Parce que Brock Lesnar, il a quand même détruit Undertaker. Il a, il a, il a mis fin à la streak. Pour moi, il devait pas y avoir de suite. C'est vrai. C'est la fin d'une rivalité. C'est comme Cena Rock. Cena Rock, WrestleMania 28, le Rock bat Cena à Miami, fin de l'histoire. Pas besoin d'en faire un deuxième volet. Ils en ont fait un deuxième volet. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Par contre, donc dans le fond, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est une erreur. Maintenant, dans la forme, j'ai trouvé ça grandiose. J'ai trouvé ça grandiose. La, L'ovation de la foule était impressionnante. Impressionnante. C'était vraiment un retour incroyable. Et puis la forme. On a vraiment l'impression que l'Undertaker est vraiment en forme. En tout cas, je l'ai jamais vu aussi bien que depuis 2010. Vraiment, moi j'ai trouvé vraiment très en forme. Hein. Il était vraiment, il était présent quoi. Il avait vraiment une présence, un charisme. Il m'a vraiment fait penser au Taker des grandes années. Hein. Donc moi j'ai bien aimé le Taker sur ce segment, j'ai trouvé que c'était très efficace et le fait qu'il fasse qu'il donne un coup de pied dans les parties, c'est aussi intéressant. Non, ça c'est intéressant hein. Parce que tu te dis peut-être que c'est l'Undertaker qui va être heal. Parce que ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, qui va être heal dans cette affaire? Parce que Brock Lesnar est face hein, depuis il est face Brock Lesnar. Donc on aurait pu penser que l'Undertaker allait devenir heal, mais non. En fait, je pense que Brock Lesnar va redevenir heal. Voilà, c'est juste comme ça. Disons que Lesnar était face tant qu'il ne citait pas la streak de l'Undertaker, parce qu'on l'a vu à Raw la semaine d'avant, quand il se fout de la gueule de Kane, les gens applaudissent, et dès que Paul Heyman cite la streak de l'Undertaker, les gens sifflent. C'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est vrai. En tout cas, j'ai trouvé que Brock Lesnar, c'est quand même incroyable l'impact qu'il a dans l'Undertaker, parce que quand Brock Lesnar est arrivé pour faire son match, il a eu une ovation incroyable. Mais alors, quand Undertaker est venu pour détruire Brock Lesnar, il a eu une ovation encore plus impressionnante. Donc ça prouve bien la popularité incroyable de l'Undertaker, malgré son âge. Donc, en soi, le segment a été le segment est incroyable. Dans la forme, c'est un très grand segment, un segment grandiose que tu te rappelleras durant des années, je pense. Mais je suis pas convaincu par ce match pour l'instant. Je suis vraiment pas convaincu. Je vais pas spoiler Christophe, mais il y a eu un très grand segment à Raw entre oui, l'Undertaker. j'ai lu les résultats, ça j'ai vu. Ah mais même j'ai même pas envie de te dire ce qui s'est passé parce qu'il faut vraiment le voir le segment. Il est vraiment incroyable. Il faut le voir. Quoi, Il faut le voir pour le croire. Comme on dit. Je vais le commenter tout de même. Bon bah voilà, ça va être vraiment sympa. Ça va être sympa à commenter. Donc dans la forme, j'ai trouvé ça très appréciable. Dans le fond, je suis un peu
Je suis un peu sur mes gardes. Moi, personnellement, je pense qu'on va assister à une bonne rivalité, mais à un match décevant. Plutôt d'accord, plutôt d'accord. Par contre, je pense que leur match à SummerSlam sera meilleur qu'à WrestleMania. Bah, tout dépend De la forme. de la forme de Brock Ouais. de l'Undertaker, parce que rappelez-vous, il y a plein de gens qui oublient ça. L'Undertaker s'est blessé pendant son match à WrestleMania. Dès le début du match, il s'est C'est blessé. vrai. Alors, je me rappelle plus où exactement, mais il s'est blessé et ça a vraiment, on l'a vu d'ailleurs, le match était pas du tout fluide à Bah, c'est WrestleMania, pas tout simplement une commotion. Il a Si, je pas. c'est crois. Ouais. ça, je crois. Et Ouais, je donc, crois. Ouais. il s'est blessé dès le début et c'était très difficile. Après, on le voyait de toute façon, le match n'était pas du tout fluide. Donc, on va leur donner une deuxième chance. Hein. Moi, c'est un peu une deuxième chance que je vais leur donner, mais je suis pas convaincu. Hein. Je m'attends pas à un grand match. Hein. Après, Alors, c'est l'Undertaker. Hein. C'est l'Undertaker et il peut nous surprendre, le Taker. Hein. c'est vrai. On pourrait avoir une bonne surprise. Alors maintenant, est-ce que ce retour inhabituel hors période de WrestleMania, c'est vrai qu'on n'a pas revu l'Undertaker à SummerSlam depuis 2009, si je me souviens bien. Donc, 2010, je crois, non? 2010, c'est exact. Ce retour Je crois. inhabituel hors période de WrestleMania signifie-t-il que nous assistons au dernier match de l'Undertaker à la WWE, sa fin de carrière? Bah non, je Non. pense Non. pas. Bah non, je pense que ça sera au Texas. Je vois pas d'autres. Face à Sting. Pardon? Face à Sting. Ah, face à Sting, j'en sais rien. Parce que pour le coup, ça serait pareil que ce que tu disais par rapport à Lesnar Undertaker. Je suis pas sûr C'est que le vrai. match serait franchement à la C'est hauteur. Bon, de c'est toute vrai. façon, vu son âge, il y aurait pas. Je suis pas sûr qu'il puisse partir sur un match 5 étoiles de toute manière. Quoique, je veux dire, après tout, au Japon, des vieux catcheurs sortaient des 5 étoiles. Je regarde plus trop le Japon aujourd'hui, mais je regardais dans les années 90 et les mecs, bon, étaient pas aussi vieux que l'Undertaker maintenant, mais c'est possible de le faire. Quoi qu'il en soit, moi, je pense pas du tout que ce soit son dernier. Je ne les vois pas finir sa carrière à SummerSlam. Attention, je Moi, je précise, pense j'avais pas. mis au dernier match au pluriel, c'est-à-dire que ce serait pas le Ah, dernier, mais Ah, un des derniers. oui, bah ah là, bah faut oui. préciser, excuse-nous, là. Attention. Parce que tu crois qu'on va lire ce que t'écris, quoi. Je vous distribue une fiche quand même, hein. Ils distribuent des fiches. On a eu des fiches, pas de coca, mais des fiches, quoi. Donc, bah, alors ça, oui, évidemment, je pense que c'est son dernier run. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il revient à SummerSlam, pour que ce ne soit pas qu'un dernier combat. Peut-être qu'il va nous gratifier de aller 3-4 combats jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Ouh, c'est beaucoup, je trouve, quand même. Oui, peut-être, oui, c'est peut-être trop. Oui. Disons, peut-être encore un Ah, ça dépendra, je d'ici pense, de d'ici ça. WrestleMania. Pour Bah, moi, ou, comme dit, ou en équipe, parce que si en équipe, il n'a pas besoin d'être non plus c'est vrai. à 200%. Ouais, quoi. c'est vrai. Pour moi, je vois un match à SummerSlam et un match à WrestleMania et pour moi, après, c'est terminé. Après, chaque année, moi, je dis que c'est terminé, hein, pour l'Undertaker. Peut-être au Donc, ça, Survivor Series, quand même. oui. Peut-être au Survivor Series, le C'est côté vrai. historique, pour faire son dernier match. Pas son dernier match, mais Ah, c'est dingue. voilà. Bah, moi, personnellement, je vais répéter ce que je dis depuis des années, hein. Bah, des années. Depuis surtout une année, quoi. C'est Undertaker Sting. Pour moi, le dernier match de l'Undertaker doit être face au Stinger. C'est juste, c'est un match. Connaissant Vince McMahon, il peut pas laisser passer ce match. Vince McMahon, il est là, il veut créer des grands matchs. Et un match entre l'Undertaker et Sting, c'est le genre de match qui te fait vendre un WrestleMania rien que par ce match. C'est comme Cena Rock. C'est la même chose. C'est Sachant c'est un qu'ils dream, veulent battre le record de spectateurs, ça serait l'occasion à ne pas manquer. c'est un dream match. En plus, ça ferait revenir des anciens fans qui regardent plus trop le produit. Parce que Sting en a beaucoup des fans. Hein. Tous ceux qui regardaient la WCW à l'époque étaient des fans du Stinger. Bah, la plupart, je pense. Donc, franchement, ce match, pour moi, c'est un match, même s'ils auraient pu le faire bien plus tôt, ce qui est regrettable au final. Mais là, ils ont l'opportunité de le faire. Je vois pas pourquoi ils passeraient à côté. Surtout que Sting a dit dans des interviews qu'il est revenu pour ça, surtout. Donc pour moi, Ah, clairement, il y a un match à SummerSlam face à Brock Lesnar qu'il va remporter. Et il y a un match à WrestleMania. Pour moi, il y aura rien d'autre. moi, personnellement, pour son match à WrestleMania, justement, j'ai vu une news de cette semaine où apparemment il pourrait affronter John Cena. Moi, c'est ce que j'ai Oh vu. non, non, Ne m'insultez pas, j'y suis pour rien.
Et c'est ce que j'ai vu. Apparemment, il voudrait faire un Cena Taker, car pareil, c'est un match que beaucoup de fans veulent voir depuis très longtemps. C'est chaque année, Cena est cité parmi les noms du potentiel adversaire de Taker. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que Sting Taker, c'est quand même un dream match que tellement de fans voudraient voir. Je me rappelle que les rumeurs de ce match ont commencé en 2011, là, quand ils avaient teasé avec la maison là, Oui. et qu'il y avait Ah oui, Manu oui. le retour de. Ils vont peut-être le mettre au Survivor Series, hein. Sting a aussi fait ses débuts au Survivor Series. C'est Et vrai. on le voit là, la WWE ne recule plus trop derrière des. Il y a quelques années, Battleground, on se serait jamais dit que l'Undertaker reviendrait à C'est vrai. Battleground. C'est vrai, ça serait incroyable. Aujourd'hui, on sent qu'ils veulent écrire l'histoire de ces shows qui sont un peu plus récents. Et donc, pourquoi pas les Survivor Series? Parce que WrestleMania, mine de rien, quel que soit l'adversaire de l'Undertaker, si on sait que c'est le dernier, je pense que de toute façon, les gens vont regarder. C'est vrai. Ah oui. Et Survivor Series, peut-être, aura besoin d'un match fort et peut-être qu'ils choisiront cette option. Mais moi, Ouais, c'est vrai. je pense que le Taker est revenu à Battleground pour une simple et bonne raison, c'est que les ratings de Raw sont mauvais. Récemment, ils ont été mauvais. Et je pense que Vince McMahon veut une hausse des ratings. Et on n'a pas eu encore ceux du Raw, du dernier Raw. Mais à mon avis, ils sont très bons, je pense. Vu qu'il y avait Euh, Perso, j'ai vu qu'apparemment ils avaient gagné 250 000 en audience. voilà. Donc, avoir avoir l'Undertaker dans ses rangs pour les Raw avant SummerSlam, c'est une force indéniable dans les ratings. Donc Vince McMahon voit beaucoup par les ratings. Donc pour lui, c'est important de faire venir l'Undertaker. Mais c'est vrai qu'un Undertaker Sting en series, personnellement, ça me décevrait un peu. Mais c'est Oui, bien possible. sûr, mais ils peuvent le faire en tout cas. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. C'est vrai. Après, tout dépend de son match face à Brock Lesnar aussi. Si, admettons que l'Undertaker fasse un match très surprenant positivement face à Brock Lesnar, qui nous sort une bonne performance pour son âge, ça se trouve, la WWE va se dire, bon, bah, on fait encore quelques matchs avec lui, hein. On fait pas juste un seul match à WrestleMania. Peut-être un Rollins Undertaker aussi. Bon, bah là, Ah, ça mettrait bien en avant Rollins. bah parce que mine de Ou, rien, en fin de carrière, moi je me souviens de Ric Flair, il avait eu MVP, quelques Jones de l'époque pour Mister Kennedy aussi. Kenny Oh là là. Dixon. voilà. Donc là, peut-être pour l'Undertaker, pas en faire 50, mais un Undertaker All-In, si il bat Lesnar, ce serait logique que l'Undertaker. Moi, je suis pas. Évidemment, il n'y a pas vraiment tant de logique que ça, mais ce serait logique qu'il ait un match de championnat ensuite, quoi. Et d'ailleurs, Ric Flair, il avait mis fin à sa carrière contre qui? Shawn Michaels. Et c'était un peu un dream match aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Donc voilà. Et Pour qui moi, ce n'a, serait. pour le coup, servi à rien, puisque Shawn Michaels a pris sa retraite un an plus tard. Non, pas un an plus tard. Deux C'était ans plus tard, 8 ans plus 2 ans, tard, ouais. 9 ans Deux plus ans. tard. 2 ans. Que le temps passe vite. C'est vrai. Everything changes.